Alors tout d'abord, moi je voudrais remercier le directeur du CEA Marcoule, que je retrouve avec plaisir, et je le remercie très vivement de nous accueillir parce qu'effectivement, finalement, nous parlons en toute indépendance et le CEA ne fait que prendre à sa charge cette présence de l'équipe et du public ici. Donc vraiment qu'il soit vivement remercié. Je crois qu'il est important que nous puissions avoir cette coopération avec le CEA parce que nous pouvons échanger et ainsi nous pouvons progresser non seulement dans la connaissance mais aussi peut-être dans la maîtrise des processus. Et évidemment, merci à toute l'équipe d'avoir ainsi participé. Merci Monsieur le Doyen. Ça me fait drôle toujours dire Monsieur le Doyen à Nicolas, mais officiellement c'est Monsieur le Doyen, donc je ne vais pas dire Nicolas, je vais dire Monsieur le Doyen. Et merci à vous, chers amis, d'être ici présents ce soir. Merci Laura aussi d'avoir préparé tout ceci. Je vous signale, Laura a fait une très bonne thèse sur santé nucléaire. J'ai vu qu'elle était ici. Lisez cette thèse. C'est vraiment un très bon travail qui, j'espère, un jour sera publié. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons deux demi-journées différentes, avec la prolifération ce matin et la sécurité des installations nucléaires cet après-midi. Et nous allons fonctionner suivant un monde un peu différent avec ces tables rondes, 15 minutes d'intervention par intervenant. Et ensuite, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez à chaque intervenant pendant 10 minutes. Et je me chargerai de faire respecter ce temps par les uns et par les autres. Juste un mot d'introduction. Nous allons parler de la prolifération nucléaire. Et qui ne serait d'accord avec cette idée selon laquelle le monde doit être débarrassé des armes nucléaires parce que ainsi un certain nombre de risques disparaîtraient et peut-être éviterions-nous quelques docteurs faux-l'amour qui mettraient le feu à cette planète et feraient disparaître. De toute façon, elle disparaîtra un jour, hein, mais enfin on préférait qu'elle disparaisse dans quelques centaines de millions ou de milliards d'années, 3 ou 4 milliards d'années, plutôt que tout de suite avec nous. Mais donc, très bien comme idée, la prolifération, la non-prolifération des armes nucléaires. Mais c'est quoi? Et est-ce que c'est si simple? Bien, nous allons voir durant cette première matinée que la non-prolifération des armes nucléaires, ce n'est pas une notion aussi simple qu'il pourrait le paraître et que les solutions non plus ne sont pas très simples. Alors, point de départ, tout de même, c'est une division entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Autrement dit, il y a au départ le club des 5. Les enfants lisaient le club des 5, ce n'est pas tout à fait le même ici. Hein. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui détiennent l'arme nucléaire. Hein. Club des 5, donc les États-Unis en premier lieu, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Vous remarquez d'ailleurs que déjà dans ceci, voilà le club des 5, et le TNP va consacrer cette distinction entre ce club qui détient l'arme atomique, ceux qui détiennent l'arme nucléaire et ceux qui ne doivent pas l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas, mais ils ne doivent pas l'avoir en principe. Juste une remarque à ce propos, aussi, l'arme nucléaire soviétique, elle est issue de l'arme américaine. Vous savez, vous connaissez l'histoire, l'espionnage, etc. Bref, peu importe. L'arme nucléaire britannique, c'est la même que l'américaine, les Chinois aussi, et il n'y a que l'arme française, la technologie française qui est tout à fait originale. Ce qui vous explique au passage, vous vous en souvenez peut-être pas, mais les plus anciens se souviennent de cette histoire de Pierre Latte survolé par des avions américains espions qui voulaient savoir un peu comment ça fonctionnait dans notre pays parce que la technologie les intéressait. C'était une technologie tout à fait particulière. Passons là-dessus. Alors, non-prolifération, bien effectivement, nous avons des traités. Pas un traité, mais des traités. Il y a le TNP, bien sûr, dont on va vous parler largement, mais il y a eu toute une série d'autres traités qui ont été signés, ratifiés et qui portent sur une partie du monde. Ça va nous permettre de faire un petit peu de la géographie. Par exemple, le traité Tlatelolco. Tlatelolco, pour les étudiants, vous vous situez, Tlatelolco, un quartier de Mexico. Bon, ça concerne cette partie de l'Amérique. Et puis, bon, vous avez un autre, plus difficile, Pelindaba. Pelindaba, un autre traité de non-prolifération, Pelindaba, donc en 1969, c'est pour l'Afrique.
Pelindaba, c'est en Afrique du Sud. Et en même temps, c'est un terme zoulou. Alors, c'est pour ça qu'on a pris ce terme pour exclure l'arme nucléaire de l'Afrique. Puis, vous avez d'autres régions du monde. Vous avez le traité Rarotonga. On dit quelque chose, Rarotonga, c'est dans les îles Cook. Rarotonga. Les îles Cook doivent faire en tout 25 000 habitants, mais c'est quand même un État. Et il y a eu ce traité de Rarotonga qui concerne le Pacifique, enfin une partie du Pacifique. Je passe sur le traité de Bangkok. Bangkok, vous connaissez la ville, vous savez où c'est. Et puis un dernier traité peut-être à citer, qui est le traité de Semipalatinsk. Semipalatinsk, c'est au Kazakhstan. C'était un polygone de tir de l'armée soviétique. Et il y a eu ce traité de Semipalatinsk qui concerne 5 pays, le Kazakhstan, tous en temps, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. Voilà, le traité en question concerne ces 5 pays. Voilà pour la non-prolifération, les traités, avec un traité d'interdiction totale, mais qui n'est pas signé par tous et qui n'est pas entré en vigueur. Puis d'autres traités encore moins importants dont on vous parlera peut-être. Et en ce qui concerne la France, mais la France a signé tous les traités de non-prolifération, et le directeur a fait allusion justement au fait qu'on ne produisait plus un certain nombre de matières fissiles. On pourrait s'interroger pour la France, parce que, puisqu'on est dans la dissuasion, il y a tout de même des questions qui se posent, qui sont des questions à la fois techniques et des questions politiques. La France est donc un pays qui possède la dissuasion nucléaire, qui repose, vous le savez, sur 2 composantes. La FOST, la force océanique stratégique, et puis la composante aérienne. La FOST, c'est vraiment ce qui est le plus perfectionné actuellement, avec nos 4 sous-marins, les SNLE, comme on dit, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont un croise en permanence dans les eaux du globe, avec des capacités qui sont tout à fait remarquables, puisque l'armement de ces SNLE a été perfectionné, et que pour ceux qui connaissent, nous avons maintenant ces têtes, ces MSBS, qui sont des têtes alors, M51-2 et M51-3, que portent les SNLE. La portée minimale, lorsque un SNLE pourrait lancer ses missiles, cette portée est de 9000 km, ce qui permet d'atteindre n'importe quel point du globe, et 16 000 si une seule tête est lancée, 16 000 km, donc une portée considérable. Alors c'est intéressant parce que certains ont accusé la France justement de contribuer à la prolifération avec ces têtes nucléaires qui figurent dans les SNLE. J'observe 2 petites remarques. Une petite remarque interne sur la force de dissuasion nucléaire. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, plus personne parmi les candidats aux élections présidentielles ne la met en cause. Enfin, je n'anticipe pas, je ne sais pas ce qui va se passer en 2017, mais jusqu'à présent, aucun candidat et aucun président de la République n'a remis en cause ce principe de la dissuasion nucléaire. Et le président actuel l'a rappelé il y a quelque temps avec force lorsqu'il est allé sur le site à Brest en disant que cette force de dissuasion nucléaire était un des principes fondamentaux de la France. Ce qui me conduit à une seconde remarque. Il y a une explication à cela, tout de même. C'est l'explication politique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est un membre permanent, comme vous savez, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça date évidemment de l'après-guerre. Aujourd'hui, objectivement, est-ce justifié? Si vous regardez les autres puissances dans le monde, on pourrait penser que ce siège de la France n'est plus justifié. Il y a d'autres pays qui réclament un siège de membre permanent. L'Inde, le Pakistan, le Brésil, le Japon, ils ont fait des demandes en ce sens. Qu'est-ce qui justifie que nous gardions un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Une seule chose, c'est l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire, est devenue un argument politique pour justifier la présence de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, bien entendu, le débat est ouvert et chacun peut en penser ce qu'il veut, mais il faut avoir aussi
à l'idée tout cela. Et puis peut-être une dernière série d'observations concernant la suite, c'est-à-dire que nous ne faisons plus d'essais nucléaires. Mais en revanche, tout le monde dans le monde, enfin les pays qui le peuvent, travaillent sur des simulations. La simulation par ordinateur des armes nucléaires. Alors, ça ne gêne personne, mais est-ce qu'il faut le faire entrer dans la non-prolifération ou pas, tout ceci? En tout cas, le CEA, de ce point de vue, est en pointe puisqu'il s'est doté de machines absolument remarquables. Et la dernière, donc, en date, c'est Terra 1000. Terra 1000 qui a une puissance de calcul qui est tout à fait remarquable puisque en 2017, vous me corrigerez, monsieur le directeur, si je me trompe, mais en 2017, Terra 1000 devrait passer à une puissance de calcul de 25 pétaflops. Ce qui est considérable, et on prépare, là aussi vous me corrigerez, on prépare une machine hexaflopique pour 2020. Et hexaflopique, c'est donc 10 puissance 18, si je ne me trompe pas, autrement dit 1 milliard d'opérations à la seconde. Alors ces simulations permettent à la France de demeurer à la pointe de la recherche en matière de simulation informatique sur les armes nucléaires, mais aussi sur d'autres domaines d'ailleurs que le nucléaire militaire. Puis dans la non-prolifération, il y a enfin d'autres questions qui se posent parce qu'on a fait des progrès considérables dans la miniaturisation des armes. Ce qui fait que pour contrôler aujourd'hui ces armes nucléaires dans le monde, ça devient de plus en plus difficile. La IEA a beaucoup de travail. Et il y a ces mini-bombes, en anglais on dit les mini-nucs, vous avez entendu parler de ça. Il paraît que ça peut se transporter dans une valise, hein, tellement c'est petit. Et comment contrôler ce type d'armes avec les progrès que l'on a pu faire dans la miniaturisation? Ça pose de nouvelles questions, de même que, mais ça nous le verrons ensuite cet après-midi, le fait de pouvoir pirater un certain nombre de systèmes informatiques, les hackers et autres soulève des questions de sécurité aujourd'hui qui n'existaient pas il y a seulement quelques années. Vous voyez, donc tout cela, ça fait beaucoup de questions que nous allons aborder au cours de cette matinée.